Aujourd'hui, je te propose une map sur un sujet qui, moi, me fait kiffer complètement. Vraiment, j'y pense jour et nuit, c'est absolument passionnant. Les marchés publics. Bon, pour ceux qui n'ont pas perçu l'ironie dans mon propos, puisque mon jeu d'acteur est quand même assez impressionnant, les marchés publics, c'est clairement un sujet qui, moi, me passionne pas du tout. Donc je vais quand même essayer de te donner envie à travers cette map de comprendre le truc. Mais si je suis transparent avec toi, quand je passais mes concours, c'était vraiment le sujet qui, moi, m'horripilait, pour rester poli. Parce que je trouvais ça compliqué, je trouvais ça opaque. Je trouvais aussi dans les manuels, dans tout ce que je regardais un peu sur internet et tout, que personne n'arrivait à expliquer ça de façon claire. Alors j'ai pas la prétention de dire que cette map va être super claire pour toi, mais en tout cas c'est quand même un peu le but. J'ai essayé de la construire pour rendre ça plus intelligible et plus facile d'accès. Donc à travers cette map, l'objectif pour moi là, c'est de te dresser un panorama un petit peu général, un petit peu global. Tu sais, comme je fais souvent maintenant, j'aime bien aussi ce format là. Alors je vais pas faire que ça, mais des formats les machins en une map. Je l'avais fait pour les finances publiques par exemple, les finances publiques locales en une map. J'ai fait aussi des maps plus précises, mais j'aime bien ce côté là aussi, prendre un gros thème et dire en une map, comme ça te donne une photographie globale du domaine. Et donc là c'est ce que je te propose pour les marchés publics. C'est de te faire en une map, en une vidéo, l'essentiel du truc pour que tu puisses comprendre. Je sais pas si tu t'es comme moi un petit peu quand j'étais candidat, c'est-à-dire que pour toi c'est un peu obscur, un peu voilà, et puis surtout ça te donne peut-être pas envie de t'y plonger quand tu vois tous les textes compliqués, quand tu vois les mots genre entité adjudicatrice, procédure adaptée, machin. Si quand t'entends ça, ça te donne des boutons. En tout cas moi c'était le cas. Écoute, écoute bien la suite justement. Tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça, et tu vas voir que le schéma global, on peut le comprendre assez facilement. Après, je vais pas te mentir, cette vidéo là va pas forcément suffire pour vraiment être un expert en marché public. Ça va juste te permettre de comprendre les grandes lignes pour que ce soit plus du chinois pour toi. Si tu es catégorie C par exemple, enfin si tu vises un concours de catégorie C, alors si la vidéo là je pense va largement te suffire. Si tu maîtrises là ce que je vais te présenter, normalement il n'y a pas de souci, c'est amplement suffisant. Si tu passes un concours de catégorie B, on va dire que ça va être presque suffisant. C'est-à-dire que si tu maîtrises bien ce contenu là, déjà tu devrais pouvoir répondre aux questions qui vont être posées. Après, si le jury est un petit peu tatillon, il peut aller un peu plus loin et te scotcher. Donc moi ce que je te conseille, c'est quand même d'être un peu curieux et peut-être d'aller voir un petit peu plus loin, que ce soit dans des manuels ou sur internet. Et puis pour les catégories A, on va dire que c'est une bonne introduction. C'est-à-dire que ça va te permettre, si vraiment les marchés publics et que tu passes un concours de catégorie A, c'est un truc obscur pour toi, ce sera une bonne intro, un bon moyen d'entrer dans cette matière. Par contre, clairement, ça ne te suffira pas. Les membres de jury peuvent aller quand même plus loin que ça. C'est même probable, s'ils vont sur le terrain des marchés publics lors de ton oral, ou même à l'écrit, enfin si tu as un sujet là-dessus, il est quand même probable qu'ils aillent un petit peu plus loin. Donc je te conseille là pour le coup d'aller quand même plus loin que ça. Voilà, j'espère que ça va t'être utile, parce que honnêtement c'était pas une partie de plaisir du tout de me replonger là-dedans. Autant ça va, je suis ça m'intéresse tout ça, le droit public, les finances et tout ça, sinon je serais pas à la territoriale. Par contre, devoir me replonger dans les marchés publics, je t'avoue que là c'était une petite souffrance pour moi, mais voilà, je pense que le résultat est pas dégueu et que ça peut t'aider. Donc à tout de suite sur la map. Pour bien comprendre les marchés publics, on va diviser ça en plusieurs thèmes. Donc on va d'abord voir en guise d'introduction les principes, quels sont les principes qui régissent les marchés publics. Ensuite, on va voir quelles sont les personnes qui sont soumises au code des marchés publics, donc quels sont les acteurs de ce domaine. Ensuite, on va voir les contrats qui sont soumis et exclus du code des marchés publics, quel type de contrat tout simplement on peut passer dans les marchés publics. Ensuite, on va voir un peu l'histoire des seuils des procédures. Donc, vous savez, il y a des seuils. En dessous d'un certain seuil, il y a certaines règles. Au-dessus d'un certain seuil, ce sont d'autres règles. Donc, on va voir ça ensemble. Ensuite, on va voir les différentes procédures des marchés publics. Et enfin, les droits au recours, puisque malgré le fait que ce soit bien balisé, il peut y avoir des problèmes d'ordre juridique entre les deux parties. Et on va voir ce qu'il en est au niveau des droits au recours.
Donc d'abord, en guise d'introduction, on va voir les principes ensemble des marchés publics. Donc, pour vraiment introduire la notion, déjà, une petite définition, enfin, qu'est-ce qu'on entend par marché public, tout simplement, même si vous voyez l'idée. Les marchés publics, ça concerne trois choses, trois domaines. Il y a trois types de marchés publics. Il y a les marchés publics de travaux, donc tout simplement la construction d'un bâtiment, par exemple, ou des choses comme ça. Vous avez aussi les marchés publics de type fourniture. Exemple tout bête, les fournitures, vous savez, il y a des fonctionnaires dans les collectivités, il faut bien qu'ils écrivent avec des stylos, avec des choses comme ça, donc ça peut être un marché de fourniture, le papier sur lequel on imprime, enfin, etc. Et puis les services aussi également sont soumis au marché public, c'est un type de marché public. Donc, une fois qu'on a posé un petit peu le cadre là-dessus, sur concrètement qu'est-ce que ça concerne les marchés publics, maintenant ce qu'on va voir ensemble ce sont les principes. Alors j'en ai noté 5, dont 3 qui sont un peu les principes, on va dire, traditionnels, et qui sont dans l'article 1 du Code des marchés publics. Donc c'est vraiment la base de la base des marchés publics. Et donc tout d'abord, vous avez le libre accès des candidats. C'est le fait qu'une entreprise, qu'un opérateur économique doit avoir accès au marché public à partir du moment où cette entreprise remplit les conditions préalablement définies. Et donc, il ne doit pas y avoir de discrimination puisque les règles sont déjà établies au préalable et que si l'entreprise remplit ces critères, eh bien, elle ne peut pas être exclue comme ça d'un marché public. Donc pour ça, la collectivité doit avoir des règles de publicité claires. Alors ne vous inquiétez pas, la publicité, on va revenir dessus tout au long de cette map. Donc à minima, il faut que donc publicité, c'est tout simplement le fait de publier les règles du marché public. C'est-à-dire que quand une collectivité propose un marché public à des opérateurs économiques, eh bien la collectivité doit préciser l'objet du marché et doit préciser aussi le degré de concurrence du marché. Voilà, il y a tout un tas d'informations que la collectivité doit donner aux entreprises pour assurer leur libre accès à ce marché. Ensuite, vous avez l'égalité de traitement des candidats, qui est un peu le corollaire, enfin la suite logique du libre accès, dans le sens où l'égalité de traitement, c'est juste l'obligation pour l'acheteur public de considérer, enfin de traiter tous les candidats à un marché public de manière identique. Il ne doit pas y avoir de traitement de faveur, entre guillemets, envers un candidat. Et c'est justement cette égalité qui permet de garantir la liberté d'accès aux candidats, des candidats. Donc c'est l'égalité de traitement est là en fait pour asseoir le libre accès des candidats, parce que le libre accès, ça reste quelque chose d'assez théorique. L'égalité de traitement vient appuyer ce premier principe. Et puis le troisième principe un peu traditionnel, c'est la transparence des procédures. Je vous parlais de publicité tout à l'heure, donc là on est vraiment dedans. Cette transparence, elle est assurée par justement la publicité, parce que en donnant clairement les règles du jeu à tout le monde, ça permet d'ouvrir le marché à la concurrence et de contrôler aussi l'impartialité de la procédure de l'attribution du marché. Donc concrètement, la collectivité, elle doit dès le début donner des critères de sélection qui sont très clairs, qui sont écrits, mais quand je vous dis écrit, c'est même ça va assez loin, hein, c'est-à-dire que même il faut ajouter y compris les critères de pondération. Donc pondération par exemple, c'est vous avez, je dis une bêtise, 4 critères pour l'attribution du marché. Il faut mettre si ces critères sont égaux entre eux, 25% chacun, ou s'il y en a un qui est plus important que les autres, et chiffrer à combien il est plus important. Comme ça, vous avez une véritable transparence pour tous les candidats qui, tout le monde est au courant que tel critère est plus important que tel autre, et comme ça, tout le monde joue avec les mêmes cartes. Ensuite, vous avez deux autres principes un peu moins traditionnels, mais qui sont tout aussi importants aujourd'hui. Donc le premier, c'est l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Alors tout simplement, ce principe-là, c'est l'idée que l'argent public, évidemment, ne doit pas être gaspillé, doit être bien utilisé, ça on comprend bien. Mais contrairement à avant,
le critère économique n'est pas le seul critère. C'est-à-dire que autant auparavant, on pouvait, ça pouvait être l'offre la moins disante qui était prise, donc l'offre la moins chère. Maintenant, c'est l'offre la mieux disante, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire c'est celle qui apporte le meilleur service, la meilleure offre, au moindre prix. Donc on a vraiment ces deux éléments-là. C'est une espèce de rapport qualité-prix, si on parle un petit peu plus normalement. Voilà, c'est le rapport qualité-prix et non pas le prix à lui seul qui compte. Et puis la définition préalable des besoins, bon bah c'est déjà un peu ce que je disais dans la transparence des procédures, hein, ça découle de ça. Faut que les règles soient clairement établies, faut que toutes les entreprises, tous les opérateurs économiques soient sur un traitement d'égalité, hein, que tout soit bien défini à l'avance et que une entreprise n'ait pas plus d'informations qu'une autre. Voilà, donc ça passe par ça, ça passe par des besoins qui sont bien définis en amont, qui sont bien explicités dans le marché public. Alors maintenant, on va s'amuser un petit peu puisque on va parler des personnes soumises au code des marchés publics. Et pourquoi je dis s'amuser? Parce que voilà, il y a des expressions qui moi me faisaient un peu peur quand je révisais. Voilà, pouvoir adjudicateur, entité adjudicatrice. Enfin bon voilà, c'est pas un vocabulaire très commun, c'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours. Donc je vais essayer de vous simplifier ça sans non plus tomber dans le simplisme. Mais bon. Donc les pouvoirs adjudicateurs, tout simplement, ce sont l'État et les établissements publics qui passent le marché public, qui sont finalement les commanditaires. Donc c'est, dans le cas qui nous intéresse, ce sont les collectivités territoriales, éventuellement les établissements publics locaux, comme par exemple le CCAS peut être un pouvoir adjudicateur, mais aussi éventuellement des personnes privées qui dépendent d'une personne publique ou qui participent à un groupement de commandes. Donc ce qui nous amène au groupement de commandes et centrale d'achat. Un groupement de commandes ou centrale d'achat, ce sont plusieurs pouvoirs adjudicateurs qui se mettent en commun dans le cadre d'une commande. Ça peut permettre par exemple à des collectivités territoriales de petite taille de mutualiser un peu leurs moyens et de faire une commande commune, je ne sais pas, par exemple sur les fournitures, ce qui peut éventuellement leur permettre d'être un peu plus pris au sérieux par les fournisseurs. Ensuite, les entités adjudicatrices, c'est un peu le même principe que les deux premiers qu'on a vus, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui passent la commande, mais là, dans ce cas-là, elles ont ce qu'on appelle une activité d'opérateur de réseau. Donc pour être un peu plus concret, c'est par exemple vous savez, l'exploitation des réseaux d'eau, d'énergie, de transport, voilà, c'est plus ce genre de service-là. Mais on est toujours dans les acheteurs, c'est-à-dire que là, ces trois premiers-là, ce sont les acheteurs, ce sont ceux qui passent la commande, hein, mais avec les petites différences qu'on a vues. Ensuite, on a, là on passe un petit peu de l'autre côté, là ce sont les opérateurs économiques, j'ai déjà utilisé ce terme auparavant, ce sont tout simplement les personnes qui candidatent au titre de ce marché public. Donc vous avez une de ces trois personnes qui commandent le marché public, qui ont un besoin, donc qui commandent ça, et vous allez avoir un ou des opérateurs économiques qui vont tenter de répondre à ces besoins en candidatant au marché public pour tenter de l'obtenir. Et enfin, vous avez les concessionnaires de travaux publics. Pour ce dernier point, en fait, les concessions sont des contrats assez longs. Et la dernière directive dite concession de 2014 pose un nouveau principe qui est celui d'une durée plus limitée avec pour objectif d'avoir une remise en concurrence un peu plus régulière de ces contrats. Parce qu'un marché public, c'est par rapport à toutes les règles qu'on a vues auparavant, hein, égalité de traitement, transparence, etc., ça ne peut pas être un contrat non plus trop long. Donc cette directive permet de border un petit peu plus les choses en matière de concession des travaux publics. Maintenant, on va voir ensemble quels sont les contrats qui sont soumis et exclus du Code des marchés publics. Maintenant qu'on a bien compris les principes un peu généraux, qu'on a compris qui étaient les acteurs des marchés publics, maintenant on va voir les règles, enfin les contrats qui sont soumis entre ces différentes personnes, contrats soumis et exclus.
Donc avant de voir vraiment les contrats, on va d'abord voir les critères qui font qu'un contrat est soit soumis, soit exclu du Code des marchés publics. Alors d'abord, le critère un petit peu évident, c'est que un contrat de marché public, c'est un accord entre deux personnes. Ces deux personnes, ou plus d'ailleurs, sont évidemment dotées de la personnalité juridique. C'est pas une personne civile, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, des opérateurs économiques, une collectivité, etc. Donc c'est un accord entre deux personnes, c'est un contrat, donc c'est pas unilatéral, c'est un véritable contrat entre deux personnes. Ce contrat a évidemment un caractère onéreux, c'est-à-dire qu'un marché public, ce n'est pas gratuit. Il y a un échange d'argent entre les deux parties. Ensuite, un point important, parce qu'on a toujours tendance à croire que les opérateurs économiques sont forcément des entreprises. Vous savez, donc les opérateurs économiques sont ceux qui candidatent au marché public, qui sont les fournisseurs, on va dire, de prestations. Donc on a tendance à croire que c'est toujours des entreprises, mais ça peut aussi être des personnes publiques. Et enfin, le dernier critère, c'est que le but de ce contrat, c'est de répondre aux besoins de la personne publique, donc soit le pouvoir adjudicateur, le groupement ou l'entité adjudicatrice, de répondre à ses besoins, et ces besoins étant clairement définis, c'est ce qu'on a vu au tout début. Donc voilà, ça c'est un peu les 4 critères théoriques qui font que quand on regarde juridiquement si tel ou tel type de contrat doit être soumis ou exclu, en fait on le confronte à ces 4 critères, et à partir de là on peut dire s'il est soumis ou exclu. Donc on va d'abord regarder les contrats soumis au Code des marchés publics. Vous avez évidemment les marchés, vous avez aussi les accords cadres, et enfin les marchés de partenariat. Exclus par contre du Code des marchés publics, vous avez, alors tout simplement en fait c'est plutôt en opposition, ce sont les marchés qui sont listés, donc vous avez les marchés qui sont soumis, mais les marchés exclus sont ceux qui sont listés à l'article 3 du Code des marchés publics, donc vous avez la quasi-régie, vous avez tout un tas de marchés, mais en fait c'est très simple, il suffit d'aller dans cet article-là, l'article 3, et vous avez toute une liste de marchés qui sont exclus du Code des marchés publics. Et puis vous avez en dehors de ça, vous avez aussi donc des contrats qui sont exclus, ce sont les subventions. Bon, ça, c'est assez facile de comprendre. Les délégations de services publics aussi, les partenariats publics-privés. En fait, ce sont pas les mêmes règles. Par exemple, la délégation de services publics, on pourrait se dire, pourquoi pas, finalement, que ce soit un marché public, mais c'est dans le mode de financement, dans le mode de paye, si je peux le dire comme ça, où ça va être différent entre les marchés publics et la délégation de services publics. La délégation de services publics, par exemple, l'opérateur peut se faire payer en partie ou complètement par le consommateur. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, pour une délégation de services publics en matière de transport, par exemple, ou de piscine, il peut avoir c'est pas forcément gratuit, hein. Le mode de paiement va se faire en direct par les personnes, et non pas par la personne publique qui l'aura mandaté. Alors que dans le Code des marchés publics, là c'est clairement la personne publique, le pouvoir adjudicateur, le groupement de commandes ou l'entité adjudicatrice qui va payer directement l'opérateur économique. Donc voilà pour les différents contrats, donc soumis ou exclus du Code des marchés publics. Ensuite, vous avez les seuils de procédure formalisés. Donc les seuils changent à chaque nouveau décret. Donc le dernier c'est le décret du 25 mars 2016. Attention, si vous regardez cette vidéo en 2018 ou 2019, ça a pu changer, mais bon, pour l'instant, on est bon. Et donc l'idée principale, elle est toute bête, c'est que en dessous de ces seuils, on est dans un marché à procédure adaptée, et au-dessus, on est sur un autre type de marché. Je vais vous expliquer ça, vous inquiétez pas. Donc le seuil en termes de marché de travaux, c'est 5 225 000 euros. Là, je vous parle des seuils pour les collectivités. Pour l'État, c'est encore autre chose, mais pour les collectivités, c'est ça. Et pour les marchés de fournitures et services, c'est 209 000 euros. Et donc, les différentes procédures des marchés publics en fonction de ce seuil. Donc, vous avez en dessous de ce seuil la procédure adaptée. Donc, la différence, c'est que comme on est sur un marché un peu plus petit en termes d'argent,
L'idée, c'est qu'il y a une plus grande liberté de modalité dans les procédures. C'est-à-dire que vous n'avez pas toute une série de règles en disant, voilà, vous devez voilà, baliser tel ou tel domaine. C'est un peu plus libre dans ces modalités. Par contre, quand même, à partir du moment où on dépasse les 90 000 euros, il y a c'est ce qu'on appelle un seuil de publicité. Donc c'est pas un seuil de marché, comme on l'a vu là, soit avec une procédure adaptée, soit une procédure formalisée. C'est juste que même si on est dans l'adapté, c'est-à-dire qu'on est assez libre et tout ça, à partir de 90 000 euros, il y a des règles de publicité. Donc pour avoir une meilleure transparence pour les opérateurs économiques, donc vous devez en fait en tant que collectivité, vous devez quand vous passez un marché public, un petit peu supérieur à 90 000 euros, vous devez voilà, publier dans le journal officiel de l'Union européenne ou dans le BOAMP, enfin voilà, vous devez quand même avoir une diffusion claire et précise auprès des opérateurs. Donc il y a quand même quelques règles. Ensuite, la procédure formalisée, forcément c'est un peu l'antithèse de celle qui est de l'adapté. Donc là c'est beaucoup plus balisé, il y a moins de liberté dans les modalités des procédures. Donc là, il y a obligatoirement un appel d'offres qui est fait, donc avec des règles bien précises. Vous avez une procédure concurrentielle avec des négociations, ou alors un dialogue compétitif. Donc là, c'est un petit peu les trois types de procédures formalisées. C'est soit l'appel d'offres, soit la procédure concurrentielle avec négociation, soit le dialogue compétitif. Bon, pour vous expliquer rapidement, l'appel d'offres, c'est une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur choisit son opérateur économique sans négocier. C'est juste en fait sur la base des critères que la collectivité aura publiés. Donc voilà, c'est un choix voilà, sur la base de cet appel d'offres. Ensuite, la procédure concurrentielle avec négociation, c'est un peu différent, dans le sens où, comme son nom l'indique, il y a une partie négociation. C'est-à-dire, c'est pas juste un appel d'offres et après, bim, on choisit quelqu'un. Là, la collectivité, enfin le pouvoir adjudicateur, peut négocier avec les différents opérateurs économiques qui sont autorisés à justement participer à cette négociation. Et ensuite, le dialogue compétitif, ça reprend un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y a une partie un petit peu négociation, mais ça va même un petit peu plus loin que ça. Le dialogue compétitif, c'est le fait que le pouvoir adjudicateur peut discuter avec les différents concurrents, les différents opérateurs économiques. Donc, il peut négocier, mais il peut aussi définir et développer en fait les différentes solutions qui sont possibles dans le cadre du problème que rencontre justement la collectivité. Et suite à ce travail un petit peu de dialogue, eh bien la collectivité fait son choix. Et enfin, il faut quand même l'évoquer, parce que malheureusement, des fois c'est nécessaire, le droit au recours. C'est-à-dire que même si c'est bien balisé, il y a des règles, quand même les marchés publics, il y a beaucoup de règles, eh bien le droit au recours est quand même quelque chose d'important. Vous avez trois types de droit au recours. Vous avez les référés précontractuels et contractuels. Vous avez la contestation de validité du contrat. Et enfin, le règlement amiable des différends. Donc dans le premier cas, le référé précontractuel et contractuel, c'est un droit au recours qui peut se faire avant la signature d'un marché public ou juste après. Ensuite, la contestation de validité du contrat, c'est l'idée que suite à la signature du contrat, toute personne qui se sent, on va dire, lésée dans ses intérêts, peut saisir le juge, donc là en l'occurrence en général c'est le juge administratif, pour déposer tout simplement un recours qui conteste la validité du contrat. C'est-à-dire que par les termes du contrat, cette personne se sent lésée et donc elle peut faire un recours auprès du juge à ce niveau-là. Et puis le plus simple à comprendre, c'est le règlement amiable des différends. Là, on n'est plus devant un juge, on n'est plus devant une juridiction. C'est un comité de règlement amiable des différends. C'est comme ça que ça s'appelle. En fait, tout simplement, c'est un organisme consultatif qui permet aux deux parties, s'il y avait une tension, de trouver une solution amiable et équitable. Et donc, tout ça sans passer forcément devant une juridiction. Sauf que derrière, comme c'est consultatif,
la collectivité, enfin l'administration n'est pas obligée de suivre l'avis qui est émis. Donc voilà, derrière ça peut commencer par un règlement amiable des différends et terminer en contestation de validité du contrat ou en référé. Voilà pour une présentation des marchés publics en une map. L'objectif c'était de vous faire une présentation assez claire, enfin en tout cas la plus claire possible. Je vous avoue que c'est assez complexe à faire parce que la question est complexe. J'espère que ça vous donnera une bonne photographie globale de la chose. Je ferai d'autres contenus sur les marchés publics de façon un petit peu plus précise pour développer les différents points parce que ça mérite d'être développé. Mais déjà, si vous maîtrisez bien cette map-là, les différents éléments qu'on a vus ensemble, déjà vous êtes pas mal et je pense que vous différenciez déjà de pas mal de candidats. En tout cas, en catégorie C, c'est sûr. En B, c'est sûr aussi. En A, je vous cache pas qu'il faut vraiment bien le maîtriser. Sinon, si vous voulez apprendre les marchés publics en mode bourrage de crâne, j'ai la version audio de cette map est disponible en description dans ma nouvelle chaîne SoundCloud. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne de podcast. Vous pouvez écouter différents podcasts ou même de la musique pour certains. Donc je vous rassure, moi je fais pas de la musique. Mais voilà, du coup vous avez la version audio en description. Vous avez juste à cliquer dessus et comme ça vous pouvez l'écouter si c'est pas rentré en une seule écoute, en un seul visionnage de cette map. Si vous sentez le besoin, écoutez, vous pouvez l'écouter dans votre voiture, n'importe où pour vous faire un petit bourrage de crâne. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, bonne journée à vous, bonne révision et à très bientôt. Ciao.